pourquoi on se réunit aujourd'hui à l'appel de ces partis d'opposition? Simplement parce que les auditions, elles n'ont pas eu lieu. La majorité n'a pas souhaité vous entendre. Et donc c'est aujourd'hui l'occasion de discuter de ces questions qui nous intéressent aujourd'hui. Je m'appelle Lisa et j'ai 18 ans. Si demain je voulais retourner à l'école, je n'y ai plus droit. Voilà les mots qui résonnent en moi depuis 3 mois. Tout au long de mon adolescence, j'ai rencontré des problèmes de santé mentale. Mon adolescence a été un fardeau, ce qui a donc impacté ma scolarité. En 4 ans, je n'ai jamais su faire une semaine entière à l'école. J'ai doublé 3 fois. Une grande partie de la société pourrait juger que je ne suis qu'une jeune fainéante sans projet, sans avenir, mais ça n'est pas ma réalité. Ça n'est pas la réalité de tous ces jeunes subissant cette vie-là. J'ai l'année dernière pris la décision d'arrêter ma scolarité. Enfin, j'ai surtout vu qu'on ne me donnait plus aucune solution pour m'en sortir. Il m'arrive parfois de me réveiller le matin en pensant un jour retourner sur les bancs de l'école. Selon Madame Glatini, je n'y ai plus droit. Je me retrouve désormais à 18 ans, coincée sur ce quai de gare, sans diplôme parce qu'on m'a lâché la main. Je refuse que d'autres jeunes se retrouvent confrontés à cette vie-là. Abandonner ces jeunes en décrochage scolaire, c'est abandonner ces jeunes souffrant de problèmes de santé mentale, ces jeunes avec l'envie d'apprendre et de s'instruire. C'est ignorer ce problème dont souffrent au moins 15% de jeunes en Belgique. C'est ça la réalité des choses aujourd'hui, Madame la Ministre. Nous ne sommes pas que des jeunes en décrochage scolaire, nous sommes des jeunes avec des passions, des envies et des hobbies. J'ai longtemps eu l'impression que je devais m'adapter à cette case qu'on me donnait. Pourquoi elle ne pourrait-elle pas s'adapter à moi? J'ai dû abandonner mes rêves, mais je me battrai pour que les autres puissent réaliser les leurs. Merci. Je savais que je voulais faire un métier manuel parce que j'avais pas envie de faire un métier autre que manuel. J'avais mon oncle déjà qui était ébéniste, donc ça m'a un peu dirigé vers ça. J'étais allé voir son atelier quand j'étais plus petit. Depuis que j'étais petite, j'ai toujours aimé travailler le bois. J'ai aidé mon papa à faire ma maison, etc. En parlant avec les gens, ils m'ont dit que ce serait une bonne idée et en regardant les écoles, ça m'a plu et du coup, je me suis lancée dans cette voie. J'ai toujours aimé travailler de mes mains, comme la plupart des gens le disent. Mais j'ai un oncle qui était charpentier, menuisier, et puis je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est la première fois que j'ai de la motivation. J'avais de la motivation pour des études vraiment Enfin, je viens le matin, je suis content, c'est génial, je travaille le bois. Tu fabriques un meuble à tiroir, c'est ça? C'est ça, j'ai un chétron en gros, donc c'est un tiroir sur le côté ici. Et ça c'est ma face avant avec une niche centrale vu que le thème c'est un cabinet. La suppression des CTQ a clairement un impact négatif sur mes élèves pour deux raisons. La première, c'est qu'une partie des 6e années cette année espérait rejoindre une de ces 2 CTQ, avait ça en tête depuis déjà un certain temps, de finaliser leur scolarité secondaire avec ces 2 options possibles. Lorsqu'on inscrit des élèves ici à l'école, on parle de cette finalité de formation et donc ça motive aussi des jeunes à aller jusqu'au bout des choses. Je leur ai parlé de cette 7e technique de qualification en leur faisant miroiter ce côté, tu peux finir ta formation avec quelque chose vraiment de qualitatif et de beau et de bien et qui va te permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin. Mais j'ai menti à ces élèves en fait. Je savais que c'était 2 ans pour avoir son diplôme d'ébéniste, mais moi je comptais en faire au moins 2 7e, ça aurait été top. Et du coup, on s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied en plein milieu d'année. Moi, on m'avait vendu que j'avais 2 ans, donc la 5e et la 6e spéciale pour avoir mon diplôme d'ébéniste et que j'avais droit à au moins une 7e année pour me spécialiser. C'est 2 années pour avoir notre diplôme, décrocher le diplôme, et une année facultative de spécialité qui est, on va dire, la plus intéressante pour tout le monde. Parce que ça permet de nous spécialiser dans un domaine et puis d'avoir un bagage technique bien plus complet, on va dire. Notre inquiétude à nous, c'est laquelle? On n'a pas de réponse absolue sur, voilà, vous devez passer dans les cours pour adultes. Cours pour adultes, est-ce qu'ils ont les moyens de nous accueillir? Est-ce qu'ils ont l'infrastructure? Est-ce qu'il y a énormément d'inquiétudes? On est occupé de faire des conventions d'occupation des locaux. Il y a énormément d'inconnus. Et donc, nous avons des élèves qui partent s'inscrire ailleurs. Donc, si on a chiffré, de manière chiffrée, on a cette inquiétude-là. Et puis, on a l'inquiétude de tous nos élèves qui disent, s'il n'y a pas, j'arrête.
j'arrête alors, je vais aller travailler. Et ça, c'était pas du tout l'essence même, le fondement de leur parcours scolaire. J'ai pas l'impression qu'en finissant cette année, ma formation est finie. Et c'est ça qui me dérange un peu, quoi. Bah moi je suis venue pour ça. Donc en fait moi je voulais faire une 7e marqueterie et on m'a dit que je devais faire la 5e et la 6e pour me mettre au niveau d'ébénisterie. Donc oui, pour moi c'était important parce qu'en fait je me suis un peu découvert une passion là-dedans et donc j'avais vraiment envie de pousser le truc plus loin, quoi. Donc moi je suis vraiment venue pour ça. C'est plus que de la déception, c'est des rêves qui se brisent, quoi. Pour trouver du travail plus facilement, je pense que, par exemple, si je vais me spécialiser en sculpture, je saurais plus de faire des choses en sculpture que si juste j'ai un diplôme d'ébénisterie. La marqueterie, c'est une technique qui consiste à utiliser les différentes qualités de différentes essences de bois pour en faire un décor. La spécialisation, c'est l'apprentissage de la marqueterie. On apprend quelques petites bases en 5e déjà, mais l'apprentissage vraiment de la marqueterie, la compréhension profonde de la chose, elle vient en 7e année. Et on ne peut pas l'apprendre en quelques heures à gauche à droite. Il y a tellement de petites astuces, de petites choses qui font que ça fonctionne. On a besoin de quelqu'un qui nous montre comment faire. Je suis venu ici justement pour avoir 3 années d'études d'ébénisterie pure. Et surtout, je suis venu pour la 7e, qui est l'année la plus intéressante pour nous, parce que c'est une année de spécialisation. On est dans des classes restreintes, 7-8 élèves en moyenne, avec un professeur qui est spécialisé dans ce domaine. Donc c'est un bagage technique qu'on nous donne, qu'on nous apporte, qui est énorme. Le problème, c'est que ça enlève une année qualifiante, une année spécialisation, ce qui est quand même assez important parce que ça veut dire qu'à la fin, quand je dois trouver un job, ça veut dire que j'ai moins de qualifications, moins de spécialisation. Ça précarise mon futur dans le sens où ça le rend moins stable par rapport à ce que je veux faire, par rapport à combien je suis payé, par rapport à tout ça, par rapport au travail que je trouverai après. L'impact direct que la suppression de cette écu fait ici aujourd'hui, il a un impact sur trois domaines. Le premier, c'est sur les professeurs. Il y a des professeurs qui donnent cours dans ces CTQ qui vont perdre leur emploi, qui soit sont nommés dans l'école et donc vont récupérer un emploi dans d'autres années dans l'école, en 5e et 6e principalement, mais vont du coup prendre la place de quelqu'un d'autre, qui va prendre la place de quelqu'un d'autre, et finalement je vais quand même perdre des enseignants potentiellement non nommés ou en voie de nomination chez moi. Et le deuxième domaine, c'est par rapport aux élèves. On avait 2 CTQ, 2 formations de qualité, 2 formations qui malheureusement disparaissent. Eh bien, moi quand j'essaye de promouvoir mon école, ça enlève de la qualité de formation à mon école. Le troisième domaine, c'est tout ce qui est matériel. On a investi pendant ces années pour que ces CTQ aient du matériel à la pointe. Ce sont nos sortants, donc il faut du matériel qui ressemble, comme 2 gouttes d'eau, au matériel qu'ils vont devoir manipuler en entreprise. L'investissement, il ne se chiffre pas en centaines d'euros, mais en dizaines de milliers d'euros. Les écoles, elles ne sont pas riches, vraiment pas riches. Et donc quand on décide de faire un investissement, c'est un investissement qui est réfléchi, qui est vraiment calculé, je vais dire au centime près, mais presque. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Et c'est un petit peu quelque chose qui est très compliqué et que je partage avec de nombreuses autres directions dans l'enseignement. C'est ce côté vite s'adapter, vite changer. C'est très déstabilisant. Ce côté rapide donne aussi un sentiment de ne pas du tout être écouté, ni respecté dans notre travail. Aux élèves, évidemment, qui sont pris en otage en fait, par la brutalité de ces mesures, dans la mesure où il n'y a eu aucun dialogue, d'un seul coup, on coupe l'herbe sous le pied à ces élèves et on leur dit écoutez, à la fin de la 6e, vous partez parce que la loi a changé. Donc vous êtes à le pied ou 2 ans, mais c'est pas grave. Fin de 6e, vous partez. Et il n'y a pas d'occurrence, il n'y a pas d'option équivalente dans un rayon même très lointain. Ça, c'est du plaquage que j'ai scié moi-même. Et ça, par exemple, c'est du if. Imaginons, moi, à côté de ça, je vais prendre de l'érable, je vais prendre du bois de rose. Et tout ça, c'est des différentes couleurs, des différents effets avec lesquels je vais imaginer un décor. Si je regarde ce morceau de bois-là, par exemple, on pourrait voir ici le museau d'un chien, directement dans la forme du plaquage. Donc. Et là, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est une copie d'un meuble du XVIIIe siècle.
Donc ici, les côtés ont été très récemment plaqués. Et cette marqueterie, c'est une marqueterie florale sur un fond d'amarante. Tout ça, à part le vert, tout sont des couleurs naturelles. Et le vert, c'est moi personnellement qui l'ai teinté moi-même, avec des recettes que j'ai apprises grâce à mes professeurs, qui m'ont montré comment on peut teinter dans la profondeur, parce que si je pense à travers, si je pense et je pense, ça reste cette couleur. Donc, qui m'ont appris à teinter en profondeur ce bois et à obtenir les effets que je cherche. Il n'y a pas d'alternative proposée pour chaque suppression. Alors si c'est vrai dans certains établissements, chez nous, nous accueillons quand même des options d'ébénisterie avec une certaine qualité qu'on ne retrouve pas dans l'enseignement ailleurs, parce qu'elle n'existe pas. Non pas que la qualité n'est pas ailleurs, mais parce que ces options-là n'existent pas ailleurs. Donc oui, je trouve que c'est très dommage de supprimer ces 7e pour nos élèves, à qui on a fait une promesse. Ils sont arrivés en 5e, on leur a dit, vous venez vous inscrire pour avoir une qualification en ébénisterie et puis pour avoir un complément, une 7e complémentaire dans l'une de nos options. Et là, tout d'un coup, vous n'aurez que enfin c'est déjà pas mal, mais votre qualification en ébénisterie. En fait, l'alternative qu'on nous propose, c'est d'envoyer ces jeunes qui auraient fait une 7TQ dans l'enseignement classique vers des centres de formation, des formations pour adultes, etc. Moi, ce que je vois là derrière, c'est que ok, en 7TQ, ce sont des élèves qui sont de jeunes adultes. Ils ont 18, 19, 20 ans pour certains, mais ce sont encore des élèves. Aujourd'hui, dans une école comme la mienne, eh bien, ces jeunes, on va leur téléphoner le matin quand ils sont en retard. On va suivre leur cursus scolaire. On va prendre le temps de les recevoir, de les coacher, de les motiver. Ce qu'on n'a pas, les formations pour adultes, les centres de formation, etc., c'est cet encadrement social qui pour moi est clairement perdu et n'est pas remplacé. Et mes élèves de 6e, on est au mois de mars, fin mars déjà, c'est maintenant qu'ils commencent à se poser des questions. Et aujourd'hui, je ne sais pas leur répondre clairement vers quel endroit les envoyer, comment ça se passe, etc. Si la 5e et la 6e et la 7e avaient lieu d'être, c'est parce qu'il y a une vraie nécessité dans le programme et dans l'approfondissement des compétences que l'on donne. Faire un amalgame de 3 années, les compresser en 2, ce serait forcément galvauder certains éléments et ne pas les approfondir. Pour nous, c'est beaucoup de peine, on ne comprend pas. Enfin, on ne comprend pas qu'il y ait eu aussi peu de souplesse de nous laisser au moins 2 ou 3 ans pour laisser le cursus des élèves actuellement dans ce cursus faire quand même ce qu'ils voulaient faire. Et par contre, effectivement, que la loi s'appliquerait à partir de 2027 ou 2028, là où on aura pu anticiper en leur disant, à partir de maintenant, la rentrée 2025, les élèves ne pourront faire qu'une 5e et une 6e et pas de 7e, par exemple. La grande majorité des élèves que j'ai ici à l'école sont des élèves qui ont été un peu blessés dans la vie. Alors blessés dans plusieurs sens. Le premier, ce sont souvent des élèves qui ont peut-être échoué à certains moments dans leur scolarité. Et puis ils arrivent dans l'enseignement technique, souvent par choix, mais parfois par défaut. Et donc ce sont en effet des élèves qui ont vraiment besoin d'un suivi au niveau humain, de conseils, de motivation. Et ça, c'est quelque chose qu'une école secondaire peut leur offrir. Des élèves qui ont 18, 19 ou 20 ans, qui vont se retrouver avec des personnes adultes qui ont déjà un parcours et qui n'ont pas la même essence. Oui, nos élèves, ils ont besoin de ce cadre et c'est ça qu'ils viennent aussi chercher. Et c'est ce que nous essayons de leur offrir au mieux au quotidien. Il est vrai que beaucoup de jeunes ici à l'école, enfin en tout cas dans mon école, viennent de milieux plutôt défavorisés. Et ce sont des jeunes pour qui l'école est un vrai tremplin. Ce sont des jeunes qui, par exemple, lorsqu'ils ont fini l'école, eh bien, travaillent le soir. Et quand moi je leur dis, écoutez, vous allez pouvoir aller vous former après dans des centres de formation, beaucoup sont le soir. Et ça, les élèves l'ont déjà bien compris. Donc les élèves de 6e à qui je discute de tout ça, et ils me disent, monsieur, nous on va rien faire après notre 6e, on n'a pas le temps et on doit bosser le soir, en plus de peut-être commencer des études supérieures, ou de cumuler peut-être plusieurs petits boulots pour s'en sortir dans la vie. Ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est aussi beaucoup d'inquiétude et surtout un sentiment un petit peu d'abandon. Et ça, c'est un sentiment qui est très fort chez les professeurs, mais chez les élèves, il y a ce côté un petit peu, le ministère prend des réformes qui ne sont pas en notre faveur, et donc on nous abandonne. Ce sont des mots que quelques élèves m'ont dit, et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, mais en fait,
c'est leur ressenti, c'est un ressenti qui est très fort. Cette réforme, elle arrive comme ça de manière un petit peu abrupte, en cours de route. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est très déplorable, que l'on nous annonce tout d'un coup en cours de route, vous ne pourrez pas poursuivre, et puis on nous l'annonce pour septembre 2025. Or, passer dans les propositions qui ont été données de passer à l'enseignement pour adultes, dont on aura, j'imagine, l'occasion de parler, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça a des impacts chez nous, mais ça a des impacts également pour les écoles de promotion sociale, enseignement pour adultes. Donc là, on nous demande de trouver en quelques semaines une solution d'un projet qui a été construit depuis 20 ou 30 ans, voire davantage dans une école. Cette réforme, c'est une organisation précipitée, irréfléchie et irréaliste. On nous demande d'être prêts en septembre avec une annonce en mars. 3 mois pour réorganiser un établissement, ouvrir des sections, revoir des horaires, recruter des équipes, acheter du matériel et repenser au flux des étudiants. 3 mois, c'est quoi? C'est pas une réforme, c'est une improvisation. Faudra-t-il tripler les équipes administratives? Avec quels moyens? Avec quelle formation? Et en 3 mois, expliquez-moi comment nous allons faire. Rien de tout ça n'a été anticipé. Aucune simulation, aucune analyse locale, aucune étude de faisabilité. Tout est décidé en haut, tout est imposé en bas. Conclusion, je vais vous la donner. Madame la ministre, votre réforme n'est pas mauvaise dans l'idée, elle est catastrophique dans l'exécution, et c'est nous, sur le terrain, qui allons payer le prix. On travaille beaucoup avec la SNCB. Eh bien, à la SNCB, lorsqu'on les rencontre, ils nous disent « Nous, on a besoin d'électromécaniciens et de personnel polyvalent. » Notre 7e technique de qualification en maintenance permettait cette polyvalence, qui leur permettait de trouver plus facilement de l'emploi. Nous, ici, nos élèves deviennent des véritables forces vives, c'est-à-dire des forces économiques, parce qu'à moyen long terme, ils deviennent indépendants. On crée en fait des futurs indépendants qui deviennent des moteurs économiques, que ce soit en Belgique ou en France. Donc, la loi vient vraiment nous brusquer et vient un petit peu mettre des rouages, gripper un peu cette machine à fabriquer des futurs indépendants, des créateurs, que ce soit dans la création, dans la restauration de meubles, que ce soit dans l'agencement. Et ça, c'est regrettable. C'est vraiment dommage que cette loi il n'y ait pas eu de discussion, en fait. Il n'y a pas eu de discussion, en fait. C'est une perte de savoir-faire énorme, que ce soit pour l'école, que ce soit pour le métier aussi. Aujourd'hui, en plus, on parle beaucoup des métiers manuels, on va dire qu'ils reviennent à la mode par rapport il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à la mode, mais dans notre dos, en quelque sorte, on fait des coups comme ça, sans que les gens soient au courant. On donne toujours l'exemple, Notre-Dame de Paris, comment est-ce qu'elle a été reconstruite grâce aux artisans qui étaient là. Eh bien, tout notre savoir-faire, comme on n'a pas de réponse, il est occupé de partir en France. Et ça, c'est vraiment ça. Nos élèves sont occupés de s'inscrire dans des écoles en France. Et ça, je trouve que pour le patrimoine en Belgique, c'est très dommage. Moi, j'aime bien la restauration. Si j'aimerais bien faire, il y a des écoles, mais plus loin. Donc, il faudrait avoir un appartement et donc ça engendre des frais, etc. Alors qu'ici, c'est une bonne école. Ne sachant pas encore qu'il y aurait peut-être une 7e en cours du jour pour adultes, je me suis inscrite, j'attends la réponse de ma candidature, au lycée des arts et métiers de Saint-Quentin, en marketerie, c'est un CAP du coup, mais donc je dois aller en France, parce que moi je suis belge, donc je dois aller en France, je dois me trouver un appartement là-bas, enfin, c'est pas le même budget. Ce qu'on entend aujourd'hui sur les économies, qui ne sont pas si exceptionnelles que ça quand on parle de la fermeture des 7 TQ, puisqu'on a les chiffres qui sont soit dans la presse, soit au niveau de l'enseignement, on nous donne des chiffres régulièrement de ce que cela va rapporter à la communauté française de fermer les 7 TQ. Ces chiffres sont dérisoires par rapport à l'endettement de la communauté française. Je me demande si on cherche bien au bon endroit comment faire des économies. On ne comprend pas et surtout qu'on essaie d'avoir une réponse de la part du gouvernement, on n'a rien. Ce que moi j'aimerais en fait, c'est que lorsqu'on prend des décisions aussi impactantes que celle-ci par rapport à cette TQ, eh bien qu'il y ait une vraie remontée de tous les acteurs de terrain. Tant les directions d'école, les professeurs, les associations de parents, les associations comme les vôtres qui s'occupent d'orienter les jeunes. On est beaucoup à travailler autour de la jeunesse et autour des jeunes et des écoles secondaires. On est beaucoup, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on est peu à être entendu sur nos réalités du terrain.
Nous sommes allés à la rencontre de la ministre qui avait au demeurant bien préparé cette rencontre et pour chacune de nos 6 orientations que nous avons en ébénisterie, nous proposait autre chose. Si on ferme, vos élèves peuvent aller à tel endroit, si on ferme, ils peuvent aller à tel endroit. Et j'explique l'anecdote parce qu'à un moment ça nous a fait sourire. Elle a dit, et pour vos élèves de sculpture, il y a l'atelier de madame, je ne sais plus comment, en sculpture à Tournai. Et là on lui a dit, avec tout le respect que l'on a pour cette dame qui a un atelier, on est quand même dans les propositions qui ont été données, on était quand même à des années-lumière de tout l'aspect pédagogique, éducatif et constructif que l'on peut donner. Je suis plutôt ce qu'on appelle un libéral social, donc, mais entre guillemets en France, c'est quand même la droite, hein, c'est entre les républicains, les madelins, moi je suis un madeliniste. Hein. Et donc c'est plutôt des bords politiques qui seraient plutôt proches justement de la droite belge, mais côté libéral, social. Et moi, étant un petit peu de ces bords-là, néanmoins, je ne comprends pas une telle brutalité. Au-delà de la suppression de cette écu, j'ai un peu peur qu'il y ait d'autres suppressions qui arrivent. Et c'est une situation qui est extrêmement complexe. Pour gérer une école, il faut prévoir les choses bien à l'avance. C'est-à-dire que nous sommes fin mars, je dois déjà maintenant commencer à réfléchir à comment organiser mon école pour l'année prochaine. On a eu une perte de 3% de nos moyens au niveau heures pour organiser les cours. Est-ce que je dois me préparer à d'autres suppressions? Tout ça crée un grand malaise dans ma fonction de directeur parce que je suis confronté à des difficultés de taille. On a tellement l'habitude dans ces réformes, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 5 pas en avant, le tronc commun c'est la même chose. Est-ce qu'on aura une 3e? Est-ce qu'on n'en aura pas? Donc on s'adaptera parce que ça fait partie de notre quotidien et qu'on n'a pas d'autre choix que de s'adapter, malheureusement. J'ai le sentiment que ces réformes sont vraiment apportées par des personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas connu le terrain. Je pense que sinon, si elles avaient conscience de la manière avec laquelle nous devons gérer au quotidien une école, je ne pense pas qu'on nous imposerait ce genre de choses. C'est ma conclusion. C'est un peu le couteau sur la gorge. Hein. Donc c'est pour ça que ce recours pour moi est parfaitement justifié. Et j'espère qu'il viendra gratifier effectivement cette démarche pour nous donner la souplesse à l'application de la loi. Pour défendre les droits de ces jeunes, Infor Jeunes Laken a intenté un recours en suspension auprès de la Cour constitutionnelle. Ils ont été accompagnés dans ce recours en suspension par la Ligue des droits de l'enfant, l'APED et Red Fox. Juste avant l'audience, nous avons également mené une action symbolique. Allez, on en a plein le dos. Piocher un nain. Alors, les objectifs et le public de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement pour adultes sont-ils identiques? Alors maintenant on appelle ça enseignement pour adultes parce qu'on n'a plus envie de promouvoir socialement cet enseignement. Jeu de mots. Non, écoutez, les objectifs sont similaires. On n'allait pas commencer à essayer de changer les objectifs et puis on verra s'ils seront atteints. Ma foi, ça ce n'est plus de mon ressort, c'est plutôt le ressort des travailleurs sociaux bien évidemment. Dans l'enseignement obligatoire, il s'agit de permettre d'accéder à un métier et aussi d'être formé comme citoyen. Dans l'enseignement pour adultes, il s'agit de permettre une reconversion, une réorientation. Vous avez tout faux, Madame la Ministre. Écoutez, je n'ai pas les réponses comme vous à l'aide d'un miroir. Moi, je veux dire, ce sont les compétences. Écoutez, de toute façon, si je n'ai pas raison, je modifierai le texte pour avoir raison. À la suite de phénomènes de relégation, d'orientation, contraintes vers le qualifiant, il apparaît que les jeunes qui fréquentent le dernier cycle de l'enseignement qualifiant 5e, 6e et 7e appartiennent à des familles socio-économiques défavorisées. C'est pas moi qui le dis, ce sont les indicateurs de l'enseignement. Le miroir dit ça parce qu'il protège les nains. Et les nains, évidemment que vous avez fait l'enseignement qualifiant. Le miroir de la vérité. Oui, mais ça évidemment. Ça part le matin avec sa petite pioche et puis ça vient donner des leçons. Moi je réfléchis, je suis philosophe moi monsieur. Les horaires dans l'enseignement obligatoire et dans l'enseignement pour adultes sont-ils les mêmes? Écoutez, ils peuvent l'être s'ils ont envie de l'être. Après, moi je suis pour la liberté individuelle. Si un horaire a envie d'être libre, qu'il le soit. Qu'il le soit, moi je suis libéral. Que cet horaire soit libre et qu'il soit là où il veut, enfin. La réponse est non. Oh, bah écoutez. Une part importante de l'enseignement pour adultes se déroule en soirée. La ministre, qui est à ma droite, promet d'aménager les horaires, mais dès lors, qu'adviendra-t-il des adultes qui suivent ces formations en soirée? On est là pour faire des économies. Sinon, comment je paye les palais, moi, ici? Comment je paye les palais? Dites-moi, tout le monde fait des économies, moi aussi j'en fais. Et il se trouve que j'en fais là où c'est le plus facile d'en faire, c'est-à-dire sur la tronche des gens qui ne disent jamais rien. C'est beaucoup plus simple. Ils n'ont pas le temps, ils bossent. Encore une? Elle est bien.
Donc on sort de la Cour constitutionnelle après notre demande de recours. Les réactions sont extrêmement similaires pour tout le monde. Beaucoup de mépris de la part de l'opposition. On sent que en fait, les arguments ne sont pas vraiment là. On sent qu'on veut nous faire passer pour les fautifs et qu'eux ont raison, alors que tout ce qu'on demande, c'est un enseignement décent. On est à 3 mois de la rentrée scolaire et on a plein de jeunes qui ne savent pas encore qu'ils vont devoir en fait, se rendre en promotion sociale pour continuer leurs études. Il y a plein de jeunes en fait, qui ne savent juste pas quoi faire. Les solutions qui nous sont proposées à l'heure actuelle sont des solutions en fait, inexplicables. Elles sortent de nulle part et elles n'ont aucun sens. C'est illogique. Nous, on veut des solutions concrètes ou alors un retrait. Non, pas ou alors un retrait. Nous, on veut un retrait de cette réforme. On veut que les jeunes puissent étudier normalement, dans des conditions normales, poursuivre leurs études et poursuivre leurs rêves. La situation à ce jour. La Cour constitutionnelle a rejeté la demande des ASBL requérantes au motif qu'il n'y avait pas de préjudice grave dans leur chef. Cela est un réel déni de justice pour les jeunes de milieu populaire. En effet, combien d'entre eux connaissent la Cour constitutionnelle et combien d'entre eux peuvent se lancer dans une procédure aléatoire et coûteuse? La procédure d'annulation devant la Cour constitutionnelle est, elle, toujours en cours. Il faut savoir que cette réforme n'a pas été assortie de dispositions transitoires et que l'enseignement pour adultes et l'enseignement qualifiant n'offrent ni les mêmes conditions financières ni les mêmes conditions d'apprentissage pour les élèves. Restons vigilants, la tendance à purger le secondaire de ces élèves majeurs risque de se confirmer.